Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième capsule sur le mythe FJ. Donc, bienvenue sur Muslim FJ, la page qui parle du mythe flamme jumelle à travers le regard de l'islam. Pour plutôt, non, je préfère dire à travers le regard d'une musulmane. Donc, je vais essayer de vous expliquer quelles ont été toutes les phases que j'ai traversées dans mon parcours FJ et surtout de pouvoir labelliser euh, la validation islamique en fait de ce mythe-là et surtout sa perception. Donc, vraiment le regarder à travers son prisme, quoi. C'est vraiment ce qui me motive. J'ai trop hâte de faire cette capsule parce qu'on va parler de la séparation. Donc, pour ma part, comme je l'ai expliqué dans la capsule 1, il y a eu une rencontre très furtive. Enfin, furtive. Ça a duré 3 heures, on a parlé, etc. Et ça avait pris en fait des allures en fait de dating. Qu'on le veuille ou non, ça a pris des allures de dating. Donc moi, à la fin, j'avais une certaine attente. J'avais une certaine attente parce que pour moi, il est, euh, il est, il est coutume de respecter un être humain et de lui accorder sa dignité et de faire preuve de respect en lui disant que voilà, oui ou non, j'ai envie d'aller plus loin avec toi ou tout simplement euh, voilà, lui écrire, etc. Euh, et en fait, j'étais dans cette attente en fait d'avoir un retour. J'espérais vraiment un retour. Donc, j'ai été aussi ultra satisfaite parce que je me disais waouh, en fait, tout ce que j'ai pu traverser comme, réflexion, comme pensée me dirigeant vers lui, aujourd'hui je peux l'expliquer et c'était bien. euh, c'était vraiment quelque chose qui avait du sens parce que lui aussi a ressenti quelque chose, je ne suis pas folle. Donc la preuve, ça a pris des tournures voilà, bref, ok. Est venu le moment de l'after, après cette petite rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi j'étais dans l'attente, lui de son côté je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas moi j'étais dans l'attente. Donc une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines passent. Et là je suis assez décontenancée, déçue, parce que j'ai trouvé en fait que il y avait rien en fait. J'ai jamais reçu de message. Je me rappelle, je regardais tout le temps ma boîte mail pour voir s'il m'avait envoyé un message. Rien, strictement rien du tout. Et j'étais déçue, mais je voulais toujours en fait l'excuser. Je voulais toujours. En fait, je voulais absolument trouver une réponse et j'arrivais pas à penser que il ait pu ne pas m'envoyer de message pour faire un retour, juste pour dire écoute, j'ai pas envie d'aller plus loin avec toi. Parce que moi, dans ma tête, c'était une manière de faire. Après chaque mukrabala, il faut faire ça en fait. Il faut honorer la personne. Donc moi, je me disais, j'attends. Là, franchement, Litchi, tu peux pas faire autrement. Ah oui, Litchi, c'est moi, hein. Et lui, il s'appelle Ananas. Donc juste pour récapituler un petit peu, si c'est ta première capsule que tu écoutes, j'ai 25 ans, je suis d'origine comorienne et lui est congolais, il a 34 ans et il s'appelle Ananas. Bien sûr, ce sont des noms de code parce que l'ananas et le litchi se complémentent très bien. Et du coup, moi j'étais là, je me disais, mais c'est quoi cette manière de faire? Enfin, ça m'énervait en fait, ça m'énervait, ça m'agaçait parce que je me disais, mais c'est totalement irrespectueux, franchement, c'est totalement irrespectueux. Mais honnêtement, bon, ça me touchait pas plus que ça parce que je voulais absolument comprendre ma leçon. Parce que pour moi, si je suis partie vers lui, c'était pour apprendre une leçon. Si Dieu m'avait envoyé vers lui, c'est que la finalité était la leçon. Une leçon, tout simplement. Donc après ça, après ce date, il y avait aussi une sensation que j'avais, c'était comme une impression en fait, que j'étais en train de grandir, que j'étais en train de m'élever, que j'étais en train de goûter à une clairsentience telle que c'était limite des pouvoirs que à l'époque je considérais comme surnaturels parce que j'avais accès à la clairaudience, la clairsentience,
la clairvoyance même, en ayant des rêves, en ayant des pressentiments, en voyant des signes partout, en voyant son prénom partout, etc. Donc tous ces sens qui étaient décuplés pour moi, ça me faisait vraiment rentrer dans un mood de, oui, d'élévation déjà, d'élévation conscientielle. Mais c'était que le début. Je ne savais pas encore que c'était que le début. Donc toute cette élévation et ce détachement me permettait quand même d'avoir une certaine sérénité quand même. Même s'il ne me répondait pas et tout, j'avais confiance en Dieu et je savais très bien que le meilleur ne pouvait qu'arriver. Voilà. Donc pendant presque 1 ou 2 mois, je sais plus exactement, je crois que c'était à peu près un mois. Ouais, je dirais que c'est 1 ou 2 mois. J'étais tellement obnubilée par sa réponse. J'attendais vraiment sa réponse. J'attendais vraiment qu'il me dise ce que je devais faire. Non mais les gars, franchement, juste de penser à cette version de moi, ça me touche quoi. Je faisais des choses, je m'oubliais. Par exemple, je me forçais à aller des fois à la bibliothèque parce que je me levais avec le pressentiment que j'allais le voir. Ou alors, je notais. Je me rappelle à l'époque, j'avais pris un carnet et je notais à chaque fois que je voyais des signes, je notais l'heure, non pas l'heure, je notais la date et je notais les signes que je voyais. Parce que je voulais me conforter à l'idée que c'était pas moi qui étais folle en fait. Il y avait vraiment beaucoup de signes qui m'envoyaient vers cet homme, cette âme. Donc arrive, je me rappelle, la fermeture de la bibliothèque. Vraiment, vous le savez très bien, mais chaque détail compte. Hein. Donc arrive la fermeture de la bibliothèque. Et je me rappelle qu'il y a eu une série de péripéties, mais vraiment invraisemblables, avec bien sûr un pressentiment qui m'orientait vers quelque chose d'incroyable qui allait arriver. Et ce sentiment d'incroyabilitude, c'était sa rencontre. Je me rappelle très bien, c'était la fermeture de la bibliothèque. Donc quand même, c'est un jour qui est assez marquant et assez symbolique. Donc je me rappelle, je sors de la bibliothèque et je le croise avec un grand sourire en disant Salam alaikum. Oh mon dieu, baby litchi. Et lui, il me répond alaikum salam, mais de manière très froide, vraiment très froide. Vraiment, ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué parce que je me rappelle m'être détestée de lui avoir fait un grand sourire pour recevoir cette chose si froide, si glacée. Oh, ça m'agaçait. Et je me rappelle quand même avoir été très surprise et en même temps très contente, quoi. Très contente de le revoir. Et m'être dit, bon, bah, la boucle est bouclée. Là, c'est bon. La boucle est bouclée. Parce que, comme je vous ai dit, je notais les signes. Je notais les signes, je notais les dates et tout. Et pour moi, j'ai toujours été très. J'ai un rapport aux chiffres qui sont très spéciaux. J'ai des rapports très spéciaux parce que je vois les chiffres. En fait, à chaque fois que j'en vois, j'ai l'impression il y a une signification, qu'on peut les. Il y a un rapport entre eux, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe après ça? Après ça, je me sens allégée et je me dis la boucle est bouclée, mais j'ai l'impression que je me mens à moi-même. Parce que non, c'est pas possible que ça se ferme comme ça en fait. Voilà. Mais je me disais, voilà, regarde Litchi, la boucle est bouclée. Parce que je me rappelle que la date qui correspondait à cette fermeture, je me disais, voilà, tu vois, c'est la fermeture de la bibliothèque, donc c'est la fermeture de ce cycle un petit peu médiumique avec cette âme. Et les vacances sont arrivées. Alors, comme je l'ai dit, il n'y avait plus de bibliothèque, je n'y allais plus. Et là, a commencé quand même des choses assez paranormales. Déjà, on était déjà dans le paranormal. Mais là, c'était incroyable. Je me rappelle que j'avais passé toutes les vacances, déjà bien sûr, à prier. Ça, c'est inutile de dire que je priais énormément à cette période-là parce que je demandais à Dieu le discernement. C'était tout ce qui m'importait. Le discernement, le discernement, le discernement. Et je me rappelle que je n'arrivais vraiment pas à concevoir qu'il ait voulu me faire du mal. Je n'arrive vraiment pas à concevoir qu'il ait pu faire exprès de ne pas me répondre et de ne pas donner suite à un moment si détendu, si magnifié. Donc je me rappelle avoir beaucoup, parce que je suis à la base une passionnée de psychologie, et du coup j'ai commencé à lire La peur de l'engagement. Voilà. J'ai commencé à lire sur la peur de l'engagement et je tombais exactement sur son comportement, c'est-à-dire d'être face à quelqu'un qui en vrai a l'air d'être bien, mais après il n'y a rien quoi.
Donc je lisais énormément sur la peur de l'engagement et je me suis dit waouh, mais ça coïncide exactement avec son comportement humain. Donc ça m'attristait et ça me mettait en peine pour lui et ça me donnait envie d'aller encore plus vers lui. Mais j'étais complètement sous deux pressions. Je me disais non, 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 Litchi, c'est pas à toi de faire quelque chose là. Toi, Anne, t'en as assez fait, tu peux pas plus faire. Et, euh, et donc, euh, et donc, je me suis dit, ok, maintenant, tu dois comprendre ce dont il s'agit. Et il y avait une chose quand même qui m'a beaucoup marqué pendant ces vacances-là, après la fermeture de la bibliothèque, c'était des pressions, une sensation de pression, d'oppression dans la poitrine, une sensation de lourdeur. Et je me rappelle que ça me faisait ça souvent la nuit, souvent vers la tombée de la nuit. Et je me rappelle d'une fois aussi où ça m'avait beaucoup marqué parce que j'étais en famille, on était en train de dîner et moi je pouvais pas aller dîner parce que cette sensation était vraiment très très lourde. Et je me rappelle m'être endormie dans mon lit et m'être dit, mais en fait peut-être que c'est Ananas qui a mal. Et je vous promets que je lui parlais. Et je me rappelle m'être dit, ça va aller Ananas, ça va aller. Et avec vraiment la, la volonté de lui parler en fait et de faire comme s'il était devant moi. Et de dire, ça va aller Ananas, ça va aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma lourdeur, ma sensation d'oppression a commencé à diminuer, à s'amoindrir petit à petit. Et je me rappelle que au lever, à mon lever, le lendemain matin, cette pression avait disparu. Donc là, je m'étais dit, ok, là quand même, c'est bizarre là, ce qui se passe. C'est vraiment bizarre. Mais comme je vous ai dit, je priais beaucoup. Je priais beaucoup. Et donc, petit à petit, au fil de mes recherches, je me rappelle que je suis tombée sur un article qui m'a fait tomber sur le mythe flamme jumelle. C'était... non, je suis tombée sur un forum, voilà, c'était sur un forum qui parlait du fait de voir des prénoms partout de la même personne. Et je me rappelle qu'il y avait dans un forum, tout en bas de la page, il y avait une publication d'une personne qui avait repris, bah déjà, qui expliquait en fait le fait qu'elle voyait le prénom partout de la même personne, etc., etc., mais dont le prénom était le même que mon jumeau. Donc là, à ce moment-là, j'ai dit, ok, enfin j'ai compris, merci Seigneur, j'étais hyper content, je me suis dit, yes, 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 j'ai trop compris, c'est sûr, c'est ça et tout. Donc à l'époque, honnêtement, il n'y avait pas beaucoup, hein. C'est pas comme maintenant où il y a beaucoup de sources françaises, mais à l'époque, il y avait très peu de sources francophones, mais vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, j'ai commencé à chercher un petit peu avec le peu de sites qu'il y avait à l'époque, et j'étais tellement apaisée de reprendre enfin contrôle, parce que vous savez très bien que Chaser, il aime ça, hein, de reprendre enfin le contrôle, de pouvoir mentaliser, théoriser, bref, être dans la réflexion et tout, mais surtout d'identifier en fait ma fameuse folie. Parce que il faut le dire, il y avait un moment donné quand même j'avais peur. J'avais peur parce que j'essaye de parler, j'en parlais à mes amis, personne ne me comprenait, tout le monde me disait oh là là, t'es juste amoureuse, voilà, donc tu vois son prénom partout, mais moi je me disais mais non, en fait c'est pas ça, vous comprenez pas. Et là enfin il y avait quelque chose qui me permet d'identifier tout ça, d'identifier toute cette folie et de ne pas me surplomber de cette folie. Voilà. C'était la folie du mythe. C'était pas moi qui étais folle, c'est juste ce lien qui est fou. Donc là, ça m'a permis de comprendre plein de schémas, ça m'a permis d'identifier tout ce qui se passait entre nous et surtout de me dire que mais c'est dingue quoi, on suit vraiment toutes les étapes. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, regarde Litchi, regarde l'invitation là, qu'est-ce qu'on te dit dessus là? Là, on est en train de t'expliquer que toi, Chaser, tu dois te recentrer sur toi et que tu dois laisser le runner dans son coin et que de toute façon, si tu vas vers lui, il va pas aller vers toi. Bon, ok.
Ok, donc c'est très difficile hein, quand t'es chez Heather d'entendre ça, mais ok, je lui disais, ok, bon, c'est la vie, c'est la vie. Et surtout que moi, à l'époque, j'étais persuadée que j'avais pu revoir cette personne parce on arrivait dans des fins de cycle universitaire. Donc pour moi, voilà, il allait refaire sa vie, etc. Et donc arrive à la fin des vacances. Inutile de dire qu'à cette période de ma vie, j'étais en train de vivre des bouleversements incroyables. Je venais de déménager, j'ai commencé un emploi, j'ai redoublé, enfin des choses qui m'étaient jamais arrivées parce que j'ai un profil assez de la petite fille sage, pas du tout rebelle, très bonne à l'école, très scolaire et tout, très religieuse. Et voilà, donc là je venais de redoubler, je déménageais. C'était des choses quand même qui pour moi me choquaient. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc on arrive à la phase de déménagement. Donc mon amie qui s'avère être l'entremetteuse se propose de m'accompagner pour faire mon déménagement. Et je me rappelle très bien que au dernier moment, avant de se quitter, après qu'elle m'ait aidé à déménager, je lui ai dit mais est-ce que toi il était déjà arrivé de d'avoir des frères, de parler avec des frères, et ensuite que ces frères ne te parlent plus, que vous vous entendez bien, etc. Mais que voilà, ils donnent plus signe de vie, quoi. Clairement, silence radio. Donc après, elle m'a dit, bah oui, ça m'est déjà arrivé. Elle a expliqué son histoire et elle m'a dit, et toi? Je lui ai dit, bah moi, c'est avec le frère que tu m'as présenté. Et elle m'a dit, comment ça? Je dis, bah oui, on a eu une phase, bah oui, en fait, on s'est vu, on s'est parlé et tout, mais il n'a pas donné suite. Et pourtant, c'était vraiment très, très fluide. Et là, elle m'a dit, mais non, Litchi, il a tout dit. J'ai dit, comment ça? Elle dit, mais non, Litchi, c'était très clair pourtant. Et je lui ai dit, mais de quoi tu parles? Et elle m'a dit, mais oui, mais même lui, il m'a dit. Et après, j'ai dit, quoi? Il te l'a dit? Elle m'a dit, ben oui. Il m'a fait un retour par mail. Je savais pas que je devais t'en parler et tout, mais voilà, il me l'a dit. Après, elle m'a dit, mais elle a cherché dans ses mails et tout, et elle m'a screené. En effet, ils avaient leur affaire ensemble hein, pour, voilà, pour professionnel. Et en fait, dans une des conversations, tout à la fin de la conversation, il expliquait qu'il avait fait ma rencontre et que notre rencontre avait abouti à une muqabala improvisée et que cette muqabala improvisée n'avait pas donné suite et que voilà, il n'y a rien de plus à ajouter. Oh mon Dieu, comment vous dire? Quand j'ai vu ce message, je suis passée par toutes les émotions possibles. Déjà, je suis passée par une émotion très positive parce que je me suis dit, ok, je ne suis pas folle. Moi aussi, j'ai vu que c'était une muqabala improvisée et que ça a pris des allures de dating. Ça, c'est la première chose. Une autre émotion, c'était de dire, mais pourquoi en fait il m'a pas dit à moi? Pourquoi il m'a pas dit ça? Parce que moi, dans la logique des choses, c'est que quand tu as une aussi bonne impression lors d'une muqabala, c'est que il y a une clarification qui doit être faite. En tout cas, moi, dans les expériences que j'avais pu avoir avec d'autres hommes, bah, c'était comme ça qu'on faisait en fait. Et là, ça m'offrait un autre tableau, ça m'offrait une autre manière de faire. C'est-à-dire, bon, bah, on peut avoir une bonne conversation, on peut avoir une bonne mukhabala, mais voilà quoi, c'est bon. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que les êtres humains fonctionnent. Les êtres humains ont des émotions, ils ont des pensées, il faut clarifier les choses. Ça, c'est très chaser. Hein. Il faut clarifier les choses, clarifier plus que la clarification, plus que l'eau de Javel. Ah là là, les chasers. Et, euh, et du coup, donc mon amie, quand elle m'a envoyé ce message-là, je sais pas pourquoi, mais j'étais tellement... En fait, je pense que c'était vraiment une sensation de manque. Il y avait quelque chose qui voulait à tout prix se raccrocher à lui. Ah oui, et surtout que je me rappelle avoir montré, avoir demandé, avoir montré à mes amis en fait cette altercation, enfin cette histoire, et leur demander leur avis. Donc j'ai demandé l'avis de plein de mes amis, et mes amis se sont dit, mais en fait le message il est neutre. Il veut rien dire son message, c'est juste un message neutre. Il explique que vous êtes vu, point.
Donc là, je pense que vraiment, j'ai eu un côté vraiment très chaser là pour le coup. Je lui ai envoyé un message, donc un mail, où je lui ai demandé, bah, est-ce que... excuse-moi, ah voilà, en plus je me suis excusée. Non mais les gars, s'il vous plaît. Aïe aïe aïe. J'étais vraiment un bébé, hein, un bébé litchi. Donc je lui ai dit, excuse-moi, je ne savais pas en fait que moi aussi. Ah oui, je crois, franchement, je me rappelle pas, ça fait quand même, ça fait longtemps, mais en gros, dans le message, je lui disais, euh, moi aussi, j'ai trouvé on avait eu une bonne conversation. Euh, J'espère que tu vas bien, je voulais pas te déranger, mais voilà, je voulais savoir. Enfin, en fait, en gros, dans le message, je lui ai fait comprendre que j'avais passé aussi un bon moment avec lui et que peut-être qu'il attendait que c'était moi qui fasse un retour vers lui. Voilà. C'était ça, en gros, que j'avais dit dans le message. Mon Dieu. Mon Dieu. Bref, il m'a répondu. Il m'a répondu, je crois, quelques jours après. Il m'a répondu, ou le lendemain, je sais plus. Mais en tout cas, il m'a répondu quelque chose du style non, pas du tout. Tout était très clair. Voilà. Il y avait, tout était très clair en fait. Je sais pas de quoi tu parles. Oh mon Dieu. Est-ce que vous pouvez sentir la douleur à travers votre oreille, à travers votre écran? Est-ce que vous pouvez sentir comment ça casse? Ça casse. Il a cassé mon délire. Du coup, moi je lui ai dit, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, excuse-moi, hein, franchement, excuse-moi d'avoir pensé que c'était pas une manière de faire après qu'on ait eu une conversation aussi entre guillemets lumineuse, qu'on ait eu un bon feeling. Je ne pensais pas qu'on pouvait couper court comme ça et répondre par un silence radio. Enfin, je trouve ça vraiment abject, quoi. En gros, c'est ça, hein. Là, franchement, je ne réponds pas mot par mot, mais en gros, c'était ça. Tout ça, c'était par écrit. Donc, au lieu de me répondre, ah oui, parce que moi, je lui ai dit, s'il te plaît, ne réponds pas à ce message, parce que voilà, quoi. Pour moi, c'était assez humiliant, donc je lui ai dit, PS, ne réponds pas, s'il te plaît. Donc, il m'a répondu quand même, et il m'a dit, bon, écoute, tout était clair depuis le début, je t'ai jamais fait miroiter quelque chose, je t'ai jamais rien promis. Donc, voilà, quoi, c'est bon. Et puis, je suis pas responsable de l'idée que tu te fais de moi ou de me mettre sur un piédestal et tout. Non, en fait, voilà, il m'a clairement fait comprendre que lui, il avait rien à... En fait, il avait rien à se reprocher. Voilà, c'est ce qu'il voulait me faire comprendre, c'est qu'il a rien à se reprocher, il m'a jamais rien promis, quoi. Donc, moi, je lui ai envoyé un message pour lui dire, écoute, ton avis, là, je le comprends. D'accord, ton avis, je le comprends, mais en fait, c'est pas une manière de faire. Moi, j'ai fait comprendre que c'était pas une manière de faire et que dans tous les cas, ça voulait dire plein de choses. Ça pouvait sous-entendre que il se sacrifiait au nom de quelque chose qui est... Bref, en fait, j'ai fait comprendre que voilà, j'ai essayé de lui faire comprendre mon avis. Sauf que dans mon explication, j'ai donné une métaphore qu'il n'a absolument pas compris et qu'il a pris vraiment aux limites pour, bah voilà, pour des accusations très graves, quoi. Comme si je l'avais accusé d'être matérialiste, etc., raciste et tout. Donc il m'a dit franchement que Dieu te pardonne, moi je me serais jamais permis de parler comme ça, d'insinuer ce genre de choses, voilà, il faut faire attention à la conjecture et tout et tout et tout. Donc après qu'il m'a envoyé ces messages-là, je lui ai dit bon écoute, je pense que c'est mieux qu'on se voit. C'est mieux qu'on se voit pour élucider tout ça. Donc après il m'a dit oui d'accord, il n'y a pas de souci, Inch'Allah je serai là, tel jour, tel jour. Donc arrive le fameux moment où on se voit. Donc les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que vous aussi vous sentez le suspense? Moi j'étais en train de me dire que, en fait là j'allais enfin clarifier les choses. J'attendais ce moment sans l'attendre. Parce que, bon honnêtement, ça m'avait cassé quoi. Il y avait beaucoup de choses qui m'avaient cassé. Euh, mais j'étais dans une optique où en fait, j'étais dans une optique où, pour moi, j'avais appris ma leçon de Dieu, en fait. J'avais rien à attendre de cet homme. J'avais appris ma leçon de Dieu. Ma leçon, c'était que l'homme parfait, l'homme idéal pour moi existe. Mais c'est pas lui, en fait. Moi, dans ma tête, je me disais, c'était pas lui. Voilà. Lui, il y a des choses que je suis attirée énergétiquement, mais sans plus. Donc, je me rappelle, on se croise dans un couloir. Et là, on se retrouve, mais comme des gamins. Mais comme je vous dis, les gamins, comme si, tu vois, deux enfants qui se sont pas vus depuis longtemps, quand on se retrouve, et ben moi, on était comme ça. Je dis, hey, comment tu vas? Et lui aussi de répondre, oui, comment tu vas? Et tout.
Donc, ça s'est passé comme ça. On s'est retrouvés, on s'est donné rendez-vous. Enfin, on s'est dit, voilà, on s'est posé devant un banc. On a commencé à parler, parler, parler. Donc, je lui ai expliqué. J'étais moins directe, mais je lui ai expliqué, voilà, la métaphore que je voulais qu'il comprenne, mes mots. Donc, j'ai expliqué tout ça. Et ensuite, je lui ai parlé du mythe flamme jumelle. Je me rappelle, ah oui, de cette fameuse scène où je lui ai dit j'ai eu l'impression de ressentir ta douleur. Et je me rappelle qu'il m'a regardé normal, mais dans le plus grand des calmes, en acquiesçant avec la tête. Et je lui ai dit mais tu n'as pas du tout l'air d'être étonné. Et je parlais, je parlais, je parlais. Et mais j'étais vraiment un moulin à paroles. Parce que j'avais tellement à dire et j'avais tellement à lui dire. Et surtout, j'attendais en fait qu'il acquiesçait, mais en soi, j'attendais pas vraiment qu'il acquiesçait parce que j'étais sûre de moi et en même temps, j'étais pas sûre de moi. Bref, en tout cas, je parlais beaucoup, ça, je suis sûre. Et arrivé à un moment donné, je lui ai parlé du mythe flamme jumelle. Et je lui ai avoué que voilà, je voyais son prénom partout et que je m'identifiais clairement dans ce mythe-là. Mais je lui ai pas vraiment laissé de place pour qu'il puisse s'exprimer. Par contre, quand même, le peu de temps qu'il a pu s'exprimer, il a dit des choses incroyables quand même. Il a dit des choses, il a dit qu'il avait parlé de moi à son grand frère. Et il a parlé de moi à son grand frère, jusqu'à ce que son grand frère fasse des blagues. À l'annonce du prénom de son grand frère, j'ai vu aussi qu'il avait le même nom que mon neveu. Mon neveu, parce que ma cousine s'est mariée avec un Congolais aussi, et que cet enfant a le même prénom que son frère, donc grande coïncidence. Euh, et ensuite, après ça, je me rappelle lui avoir dit, bon bah voilà, prends soin de toi, et lui aussi de me dire, prends soin de toi. Et on s'est quitté comme ça. Donc après cette phase-là est arrivée, mais c'est vraiment étrange, parce que vraiment après cette phase-là, c'était des vacances, hein, mais on s'est plus revus. On s'est plus revus toute l'année, parce qu'après il y a eu la phase du coronavirus, de la Covid qui arrivait. Du coup, là, on était début novembre, fin octobre, je crois. Début octobre. Ouais, début octobre 2019. Du coup, là, franchement, on s'est plus revus et c'était très dur. C'était très dur. Vraiment, moralement, physiquement, j'étais extrêmement fatiguée. Avant de le rencontrer, je sortais déjà d'une dépression. Il faut le savoir, d'une grande dépression, d'une grande crise existentielle. Et j'étais assez fragilisée, il faut le dire. Et donc mon corps était assez fragilisé, j'avais commencé à travailler de nuit, moralement, quand on vit seul, parce que je vis seule, hein, quand on vit seul c'est très difficile de tenir bon, de ne pas avoir de soutien moral, de ne pas se sentir compris, et en plus d'avoir le mythe flamme jumelle, enfin, je me rappelle que je passais des heures et des heures à pleurer, et je savais même pas pourquoi je pleurais. Ça, je me rappelle de ça aussi, c'était très étrange, c'est que je pleurais, parce qu'il me manquait viscéralement. Et j'avais aucun moyen de... J'avais rien, en fait, je pouvais rien faire. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ces vidéos-là, c'est que toi qui m'écoutes et qui passes par ce moment, sache que tu te purifies. Sache que de meilleurs jours arrivent. Sache que c'est bientôt fini. Il ne manque plus que qu'un pas. C'est plus proche que ce que tu penses. Crois-moi, ma belle. Crois-moi, mon beau. Sache que c'est vraiment très éphémère. Je sais à quel point c'est douloureux. Je l'ai vécu. J'ai des images de moi au moment où je te parle, où je suis en train de pleurer, où je suis en train d'agoniser, d'étouffer de pleurs, de sanglots, parce que je ne comprends pas à quel point j'ai mal. Je n'arrive pas à comprendre à quel point il me manque. Je n'arrive pas à savoir je ne sais pas sur quel pied danser parce que c'est horrible. C'est une souffrance qui est invisible. C'est une souffrance qui est tellement douloureuse et que personne ne peut comprendre. Mais sache que moi, je te comprends. Moi, je te comprends et que c'est tellement éphémère. Crois-moi, c'est éphémère. Et donc, pendant cette phase-là de séparation, je me rappellerai toujours que j'étais tellement fatiguée, j'avais développé des carences,
Mais je m'autorisais pas du tout à être faible. Parce que ben voilà, le chaser, c'est un peu ça. Il se construit comme étant la personne hyper forte et tout. Mais non, non, non. Là, j'étais ultra fatiguée. J'avais des carences. J'ai vu mes cheveux tomber. J'ai même dû couper tous mes cheveux. Et, euh, et je me rappelle m'être promise voilà, de prendre soin de moi. Surtout après cette phase, en fait, cette dernière discussion avec Ananas, je me suis dit non, non, je vais prendre soin de moi et je vais absolument euh, me recentrer sur moi-même. J'étais pas du tout disponible émotionnellement pour faire d'autres rencontres amoureuses et tout, non, non. Je voulais juste me retrouver avec moi-même, avec ma santé. Et je me rappelle qu'en travaillant, je travaillais de nuit à Amazon, hein, j'étais agent d'exploitation, donc je faisais les colis. En allant à Amazon, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré des jeunes hommes qui me courtisaient. Mais ça m'intéressait tellement pas que je les ignorais. Mais il y avait une de ces personnes quand même, une de ces des jeunes qui me courtisaient, il y en avait un quand même qui est ressorti du lot parce qu'il était assez éduqué, j'aimais beaucoup sa manière de penser et il me faisait rire. Et je me rappelais que, en fait, ça faisait depuis très longtemps que je ne savais plus rire. J'avais plus appris à rire. Oh, est-ce que vous vous rendez compte? Je ne savais plus rire. Et il m'a redonné le rire, il m'a redonné envie de sourire et de rire encore et encore. Et donc après ça, j'ai pris la décision de vraiment me recentrer sur moi. Je me rappelle que j'avais eu un problème avec mes menstrues et ça faisait très longtemps que je n'étais pas partie voir un médecin. Donc là, je vais chez le médecin et je me rappellerai toujours de son regard sur moi qui me regarde en me disant oui, je vous écoute. Mais j'étais tellement, tellement, tellement fatiguée. Quand elle m'a dit oui, je vous écoute, j'ai pleuré, j'ai fondu en larmes. En fait, je pense que ce qui m'a fait pleurer à ce moment-là, c'est que pour la première fois, il y avait une personne qui me disait ça, en fait, oui, je vous écoute, et qui connaissait rien de moi, et donc qui pouvait vraiment me voir en tant qu'être humain. Et quand j'ai vu son regard sur moi, elle avait pitié de moi. Et je me suis dit, mais regarde-toi, Litchi, tu ne t'es même pas autorisé à reconnaître ta faiblesse, à reconnaître ta souffrance, à reconnaître ta blessure, à reconnaître ta, tes douleurs, tes blessures du moment. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et d'ailleurs, je parlais de problèmes de menstrues, mais les menstrues, c'est le summum de la féminité. Donc quand même, il y a une grande symbolique, je trouve. Donc je suis ressortie de cet entretien avec un arrêt maladie. Et ensuite, j'ai euh, j'ai vraiment commencé à faire un deuil, en fait. Je voulais faire un deuil sur cette relation. Je voulais continuer à avoir son prénom partout. Même au travail où j'étais, il y avait plein de personnes qui avaient son prénom. Que je rencontrais comme ça, insigneusement. Enfin, c'était incroyable. Mais ça m'énervait, en fait. Il était arrivé un moment où ça m'énervait, quoi. Je levais les yeux et je me disais, oh, je m'en fiche, quoi. Je m'en fiche. Et petit à petit, j'ai commencé à côtoyer ce fameux garçon qui me courtisait. On a commencé beaucoup à sympathiser et très vite, il m'a fait comprendre qu'il voulait déposer sa candidature. Sa candidature pour le poste de prétendant officiel. Donc, je lui ai bien fait comprendre hein, que j'étais pas du tout, je pensais pas à ça, mais voilà, qu'on pouvait se parler, mais qu'en tout cas, moi, ça m'intéressait pas, quoi. J'étais pas dans une optique où je pensais à ça. Sachant que je tiens à préciser qu'il était beaucoup plus jeune que moi. Donc, que je le veuille ou non, ça m'aidait à relativiser et à avoir une meilleure estime de moi. Parce que ce qui est horrible dans la phase de séparation et dans cette première phase de runner-chaser, c'est que le runner, il fait rien en fait. Il fait rien pour nous accorder de la valeur. En tout cas, moi dans mon cas, il fait rien pour. Il m'a rien validé. Il n'a jamais validé le fait qu'on puisse avoir un lien. Il m'a jamais fait comprendre que j'avais de la valeur.
c'était comme si, en fait, dans ses gestes, il me disait, mais en fait, tu m'intéresses pas, en fait, tu m'intéresses pas, et puis t'es folle, quoi. T'es folle. Donc, vous voyez pour l'ego à quel point c'est dur, quoi. Surtout quand toi, tu es totalement à fond parce que tu as un lien énergétique et une clairvoyance incroyable. Donc, c'était ultra douloureux. Et, euh, et là, à côté, on a une personne qui est un jeune homme qui est différent parce que, ah oui, je tiens à préciser que c'était un chrétien. C'était un chrétien, c'était un Gabonais. Donc il était plus jeune que moi, mais voilà, il me portait de l'attention, il était très courtois, il était très sympathique et il n'avait pas honte de me montrer ma valeur. Il n'avait pas honte de venir vers moi, il n'avait pas honte de me demander en mariage. Enfin, bref, c'était quelqu'un qui était totalement dans dans l'attention. Et ça m'aidait en fait à reprendre goût un peu dans l'estime de moi-même parce que ça me permettait de voir, mais regarde, oui, c'est possible, Litchi, tu as de la valeur. Même si Ananas le voit pas, mais regarde, d'autres personnes le voient. Donc je me sentais totalement reconnaissante d'avoir cet homme-là dans ma vie parce qu'il m'a vraiment donné il m'a vraiment donné envie de sourire. Et je me rappelle que je savais plus faire ça depuis des mois. J'avais oublié de sourire, j'avais oublié de rire parce que j'étais vidée de l'intérieur. Et que cette rencontre avec mon âme jumelle, elle m'a encore plus vidée, quoi. Mais là, il y a cette petite lumière, il y a ce petit ange qui vient de ma vie et qui m'aide à sourire encore. Donc, à la fin de cette période-là, donc le confinement est arrivé très vite. Donc là, on est déjà en janvier, hein, le confinement, je venais de finir mon travail de nuit. J'avais travaillé pendant à peu près 4 mois, ce qui m'avait permis quand même de toucher assez bien, ce qui m'a permis de toucher un bon solde. J'avais pu vivre toute l'année avec ça, avec tout l'argent que j'avais fait. Et, euh, du coup est arrivé l'été. Donc l'été aussi, je parlais bien avec ce jeune homme-là. Et aussi, je m'étais énormément intéressée au christianisme. J'ai fait énormément de recherches sur les 3 religions monothéistes pour comprendre l'islam, pour comprendre les différences. En fait, je faisais une étude des religions comparées, en fait, mais surtout monothéistes. Je commençais beaucoup aussi à m'intéresser à l'hindouisme, à ce qu'on appelle les gens du livre. Et je trouvais que c'était tellement intéressant. On avait des débats aussi très importants et très intéressants avec ce jeune homme, avec ce prétendant. Et d'ailleurs, je lui avais même parlé du mythe flamme jumelle. Hein. Je lui ai parlé de mon expérience, etc. Et de la possibilité pour chacun de rencontrer cette âme et tout. Et mais honnêtement, je m'intéressais vraiment plus au mythe flamme jumelle. Et il faut savoir que moi, j'allais chez ma tante très souvent. Et que chez ma tante, il s'est avéré qu'il y a eu des coïncidences incroyables, les gars. Mais vraiment. Il y a eu de nouveaux voisins qui sont arrivés au-dessus de chez elle. C'est des Congolais. Et donc ça déjà c'est la première coïncidence parce que c'était pas du tout arrivé. Enfin, c'est un voisinage qui est très proche, hein, mais il n'y avait pas de Congolais. Mais les nouveaux qui sont arrivés, ça a été des Congolais. Donc déjà, une grande coïncidence là. En tout cas, moi, je trouvais qu'il y avait une grande coïncidence. Non seulement c'était des Congolais, mais il y avait un nouveau couple dont l'homme avait le même prénom que lui. Incroyable. Donc voilà. Ensuite, quand j'allais à la maison, en fait, je voyais son prénom partout, etc. Mais je me rappelle qu'à cette époque, franchement, quand je voyais ça, je levais les yeux au ciel parce que ça m'énervait. Ça m'agaçait quand je me disais, oh, en fait, ça m'énervait. Honnêtement, ça m'énervait. Et puis est arrivé un moment incroyable. C'est que à la rentrée, je l'ai recroisé. Déjà, j'étais hyper étonnée parce que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là en fait? Qu'est-ce que tu fais là? Normalement, t'es censé avoir fini ton cycle universitaire. Enfin, c'est incroyable. Donc, je le recroise à la rentrée et je suis portée par l'envie d'aller le saluer. Donc, c'est ce que je fais. Je viens devant lui et je le salue. Et il me salue. Et je me rappelle que c'était la période des masques là. Donc, on avait nos masques et tout. Et je l'ai salué. Et, euh, et je me rappelle, après l'avoir salué, être envahie d'un sentiment de... Oh, mon Dieu, un sentiment de plénitude incroyable. Je n'arrivais pas à enlever mon sourire.
de moi. Je n'arrivais vraiment pas à goûter un autre sentiment qui était la plénitude et la complétude, une élévation, une lumière. J'avais l'impression d'être entourée de lumière et c'était incroyable, incroyable. J'ai vu que on assimilait ça dans l'hindouisme au samadhi, le fameux samadhi. Bref, donc ça c'est vraiment pour la phase de séparation. Donc là on se retrouve, d'accord. Donc, il y a eu plusieurs séparations, mais celle-ci, c'était la plus grande pour moi. C'est vraiment la plus grande. Il y a une deuxième phase de séparation, mais déjà, à ce moment-là, vous voyez quand même, il y a un point de départ. Le point de départ, c'est la discussion là, post-Mokrabala. Et le point d'arrivée, c'est cette fameuse rentrée. La fameuse rentrée où je le revois et que j'atteins cet état de plénitude après l'avoir salué, simplement. Euh, donc à ce moment-là, j'ai été tellement, pour vous dire, j'ai tellement été touchée par cet état-là que je me suis dit, mais il faut que j'écrive. C'est pas possible, il faut que j'écrive parce que quand je regarde en un an ce que j'ai fait, comment j'ai grandi, comment j'ai évolué, c'est pas possible là. C'est pas possible. Et d'ailleurs, je suis tombée vraiment de très haut parce que quand je voulais être inspirée en regardant d'autres vidéos de Flammes Jumelles, j'ai vu que la toile et la sphère francophone avaient, avaient vraiment évolué, quoi. Qu'il y avait plein de chaînes, plein de chaînes YouTube, plein de sites, plein de blogs qui parlaient du sujet et j'étais totalement choquée par cette effervescence. Mais ça m'a encore plus donné envie d'écrire pour moi. Donc je me rappelle avoir écrit toute une phase. Euh, une nuit, je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon PC et j'ai écrit pendant 2 heures, voilà, paf, 20 pages qui reprenaient le mythe FJ et qui était un petit peu le témoin du sentiment de gratitude, de complétude, d'humilité, de force, de plénitude que je ressentais à ce moment-là. À la fin de cette phase, j'ai décidé de lui en parler. Je me suis dit, mais Litchi, qu'est-ce que vaudrait ton travail s'il ne validait pas ça? Donc je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, voilà, j'espère que tu vas bien. J'ai écrit, donc un jour où tu auras le temps, bah voilà, tu me dis ce que tu en penses. Donc moi j'étais vraiment dans l'optique de... J'ai pas besoin de sa validation tout de suite, quoi. S'il peut m'écrire dans 6 mois, moi ça me va, même dans 10 ans, enfin je m'en fichais, vraiment à l'époque. Et là, patatras, qu'est-ce qu'il me répond? Qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond, oui, mais tu sais, la bibliothèque rouvre dans quelques jours, si tu veux on peut se voir et je te ferai ça, je te ferai un petit retour. Hein? Alors là j'étais vraiment étonnée. J'étais vraiment très très étonnée parce que je me disais, mais pourquoi en fait pourquoi tu veux qu'on se voit maintenant? Enfin, j'étais étonnée parce que déjà, c'est pas son style en fait, c'est pas son style d'engager, de proposer qu'on parle de ça, surtout de ce sujet-là. Enfin, ça m'a vraiment étonnée et moi j'avais beaucoup peur parce que c'est un homme quand même religieux qui maîtrise bien la parole de Dieu, donc je me suis dit, j'avais peur qu'il trouve ça un petit peu trop insensé et que mes réflexions lui paraissent un petit peu trop paranormales. Donc j'avais beaucoup de peur, mais en même temps, j'étais assez satisfaite de mon travail écrit. Et j'ai accepté, bien sûr, j'ai accepté qu'on se voit, donc voilà. Bon, je veux pas continuer, parce que c'est pas le sujet de la capsule d'aujourd'hui. Vous inquiétez pas, il y aura les prochains épisodes, on va parler de la suite. Mais là, j'ai envie de parler de la séparation, et surtout du regard de l'islam sur cette séparation, et surtout du regard que je dois avoir en tant que musulmane sur la fameuse nuit noire de l'âme. Dans les mythes FJ, on parle de la nuit noire de l'âme comme un épisode dans la vie de chaque être humain et surtout des jumeaux qui est occasionné parce que on va ressentir un vide intérieur, on va ressentir un manque et on va comprendre que c'est dû aussi à une crise existentielle parce que souvent dans le mythe FJ on dit qu'il y aura des foudres karmiques qui vont venir
tout changer en fait. Que ça peut être des décès, des maladies, des déménagements, des démissions, des pertes d'emploi, enfin des choses quand même assez conséquentes dans la vie, qui chamboulent la vie et qui poussent en fait à un renouvellement, qui poussent à un renouveau, qui poussent à une meilleure version de nous-mêmes, à une renaissance, une petite mort pour une renaissance. Euh, du coup, quand on regarde islamiquement parlant, bah il y a quelque chose de très puissant qui émane de cette fameuse lumière de l'âme et qui s'assimile beaucoup à la notion d'épreuve en islam. En islam, dans le Coran, il est mention de l'épreuve comme quelque chose d'énorme, comme quelque chose d'épouvantable, comme quelque chose d'éprouvant, mais surtout comme quelque chose de revivifiant. Quelque chose qui est là pour nous permettre de faire preuve d'humilité, qui nous permet de faire preuve de purification, qui nous permet de nous élever conscientiellement. Donc clairement, moi je me suis dit, mais en fait là tu es en train de vivre une grande épreuve, point. Mais il y a un autre aspect, c'est que là vous êtes liés. Il y avait vraiment un aspect où je me sentais liée à une personne, je me sentais liée à une âme. Et c'est avec beaucoup de réflexion et beaucoup de recherche que je suis tombée sur une sourate, un chapitre du Coran qui s'intitule la sourate Le Temps. Oh là 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 là, déjà, juste le nom de la sourate du chapitre, ça en dit beaucoup. Ça fait أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc, par le temps, nous avons créé les hommes. Certes, les hommes sont en perdition. Excepté ceux qui ont cru. Et ceux qui ont accompli les bonnes œuvres. Et qui s'entraident mutuellement dans la vérité et dans la patience, dans le sobre. Donc patience, bien sûr, c'est vraiment le français est une langue qui limite beaucoup la traduction de l'arabe, mais en gros, ces versets et ce chapitre, il explique que le temps, par le temps, déjà il commence par le temps, il explique que dans le temps, on peut voir en fait une certaine perdition, que dans le temps et dans notre vie, on peut être dans une perdition, mais qu'il y avait une élite, une élite qui est faite de ceux qui cherchent à accomplir des bonnes œuvres et en fait qui vont s'entraider. Ils vont s'entraider mutuellement, donc il y a l'idée de mutualité, s'entraider mutuellement dans la vérité et dans la patience, dans la persévérance. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais le chapitre, il décrit clairement le MITFJ en soi. Parce que le MITFJ, c'est quoi? C'est, reconnectez-vous à la partie de vous qui vous manque pour accéder à une vérité intérieure, pour accéder à une vérité universelle, pour accéder à la lumière. Donc moi, vraiment, la mémoire de l'âme, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment permis de comprendre cette notion de persévérance et de perdition. Parce que en fait, cette perdition-là, en soi, c'était un manque d'humilité en fait. Un manque d'humilité, une volonté de se construire, une volonté de se protéger, mais qui était totalement faussée. Parce que c'était pas dans la juste mesure. Donc c'était clairement un appel à la juste mesure et qui se fait par le temps.
Et c'est ce même temps qui nous a éloignés, qui nous a rapprochés, qui nous a divisés, qui nous a séparés, etc. Donc il y avait quelque chose de très symbolique, de très bénéfique, et j'ai trouvé qu'il était magnifique dans la sourate, le chapitre Le Temps, et qui se retrouve pleinement dans la notion du mythe. Donc pour moi, et selon moi, l'islam valide clairement cette notion de nuit noire de l'âme. Parce que la nuit noire de l'âme, oui, c'est une épreuve. C'est une épreuve, et c'est une épreuve qui émane d'une crise existentielle très très forte. Et selon notre sensibilité à Dieu, à la spiritualité, à la vérité tout simplement, eh ben on sera plus enclin à se déconstruire, à se détacher de toutes ces conventions qui ne sont en réalité qu'une perdition en fait, qui est la cause de notre propre perdition. Donc tout ça pour dire que la phase de séparation et la phase de, de détachement, de déconstruction, de foudre karmique, c'est-à-dire que de dire que voilà l'univers va t'envoyer voilà plein de choses à régler et que ça va se faire par la souffrance, bah oui, bah bien sûr que les religions monothéistes, en tout cas moi je peux parler de toutes les religions, mais en tout cas ma religion qui est l'islam, valide clairement cet aspect purificateur et vivifiant de l'épreuve, à 200% même. L'épreuve est uniquement un éducateur, un purificateur, un élévateur d'une meilleure version de nous-mêmes, normalement, quand on accepte cette invitation à l'élévation conscientielle. Donc voilà, je voulais faire cette capsule, elle est extrêmement longue, mais je juge qu'elle était vraiment nécessaire parce que c'est très important d'aborder le sujet de cette manière pour les musulmans qui nous écoutent, pour les musulmanes qui nous écoutent, pour se détacher aussi des superstitions qui peut émaner quand on voit ce que les mythes proposent. Parce que on peut être vraiment enclin à vouloir être avec son jumeau absolument et tomber en fait dans une forme d'obsession, pour ne pas dire d'addiction, qui est légitime, hein, mais qui n'est pas très juste envers la proposition qui nous est faite dans ce voyage à la vérité, ce voyage, voilà, ce voyage si divin. Donc voilà pour cette deuxième capsule sur la séparation. J'espère que mes mots étaient clairs. N'hésitez vraiment pas à venir me DM, me voir, à m'expliquer en privé ce que vous en avez pensé, ou même en bas en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous écouter, de vous entendre à ce sujet. Et oui, de pouvoir échanger surtout aussi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.